Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous accueillir pour un dossier particulier, celui d'une jeune femme disparue en 1996 à Tacoma, dans l'État de Washington, et dont le mystère ne s'est éclairci que 27 ans plus tard. Permettez-moi de vous présenter les grandes lignes de cette affaire glaçante, où se mêlent mensonges, trahisons et drames familiaux, avant que nous ne plongions ensemble dans le cœur des événements. Si mon récit vous plaît, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne, cela m'encourage énormément. À l'été 1996, Tacoma, située dans la région du Puget Sound, n'était guère plus qu'une ville portuaire tranquille. Les quais de la ville accueillaient un va-et-vient perpétuel de navires marchands et de bateaux de pêche, tandis que les rues ombragées voyaient se côtoyer ouvriers, employés de bureaux et jeunes étudiants. C'est dans ce décor, apparemment sans histoire, que vivait Amanda White, alors âgée de 24 ans. Amanda travaillait comme assistante dans une petite firme juridique, installée dans un bâtiment de style victorien, au cœur de Tacoma. Ses supérieurs l'appréciaient, pour son sérieux, sa ponctualité et sa capacité à gérer les dossiers délicats. Elle était l'archétype même de la jeune femme idéale, appréciée dans son cercle familial, respectée de ses collègues et entourée d'amis qui la décrivaient comme chaleureuse et toujours prête à aider. Elle partageait sa vie avec Bradley Collins, qu'on surnommait Brad, son petit ami de longue date. D'après plusieurs témoignages, Brad, robuste mécanicien d'une trentaine d'années, aimait passionnément Amanda. Il possédait un sourire franc et des yeux bleus pénétrants qui lui valaient facilement la sympathie de ceux qu'il rencontrait. Certes, certains proches du couple évoquaient parfois des disputes, mais personne ne se doutait que ces dissensions auraient pu conduire à un drame. Amanda était également très proche de sa meilleure amie, Stephanie Marks, surnommée Steph par son entourage. Cette serveuse, menue à la longue chevelure brune, avait un caractère vif, et l'on disait souvent de Steph qu'elle avait une spontanéité débordante. On la voyait régulièrement rire aux éclats avec Amanda, dans un café adjacent au cabinet où la jeune assistante travaillait. Le 15 juillet 1996, Amanda, alors dans la force de l'âge, passait une soirée avec quelques amis dans un bar animé du quartier. On ignore précisément ce qui s'est passé au cours de cette réunion, mais tout le monde s'accorde à dire qu'elle paraissait joyeuse et détendue. Vers minuit, elle laissa ses amis pour rentrer chez elle. Toutefois, elle ne franchit jamais le seuil de son appartement ce soir-là. Le lendemain, ne la voyant pas arriver au travail et ne parvenant pas à la joindre sur son téléphone, ses collègues s'inquiétèrent et l'un d'eux appela Brad. Celui-ci, très préoccupé, parcourut la ville de long en large. Finalement, c'est un passant qui trouva la voiture d'Amanda, stationnée près d'un petit immeuble, moteur éteint et portière déverrouillée. À l'intérieur, rien ne manquait à première vue, et le sac à main d'Amanda était sagement posé sur le siège passager. Cependant, la jeune femme, elle, avait disparu sans laisser de traces. Les premières recherches furent confiées à une équipe d'enquêteurs de la police locale, dont l'officier principal était un vétéran dans le métier, un homme autrefois reconnu pour sa ténacité. Il coordonna immédiatement les recherches autour du parking où la voiture avait été trouvée, procédant à des relevés d'empreintes, de fibres ou d'indices de lutte éventuels. Les habitants du quartier, interrogés tour à tour, affirmèrent n'avoir rien vu ni entendu d'alarmant durant la nuit précédente. Les confrères d'Amanda, le propriétaire du bar où elle s'était rendue la veille, ses proches amis, tous furent interrogés à plusieurs reprises, mais rien ne permettait d'expliquer pourquoi cette jeune femme, d'ordinaire prudente, s'était comme volatilisée. Malgré l'absence de preuves flagrantes, la police se tourna rapidement vers Brad pour l'interroger de manière approfondie. Les enquêteurs, conscients que le conjoint ou le partenaire est souvent le premier suspect dans les affaires de disparition, scrutèrent la personnalité du mécanicien. Brad admettait volontiers s'être disputé avec Amanda à quelques reprises.
Il expliqua qu'elle se sentait parfois frustrée par la rigidité de son emploi du temps et qu'il lui était déjà arrivé de se plaindre du manque d'attention que Brad lui portait. Toutefois, le jeune homme présenta un solide alibi pour la nuit de la disparition. Il avait passé la soirée dans le garage où il travaillait, en compagnie de son patron et d'autres mécanos, à réparer un véhicule jusqu'aux petites heures du matin. Des témoignages et des relevés de présence confirmèrent de ses dires. La police ne parvint donc pas à trouver de faille dans son récit. Ses empreintes, bien sûr, figuraient dans la voiture, mais il y passait régulièrement du temps en tant que petit ami. Rien n'indiquait qu'il eût orchestré la disparition ou un homicide. Dans le même temps, Stephanie Marks, la meilleure amie d'Amanda, semblait dévastée par la nouvelle. Selon ce qu'elle confia aux enquêteurs, elle ne comprenait pas comment Amanda avait pu disparaître sans prévenir personne. Steph raconta qu'elle se fréquentait régulièrement et que rien dans l'attitude de son amie, ces derniers jours, ne laissait présager quelque chose d'aussi dramatique. Elle fut décrite par plusieurs témoins comme affectée, anxieuse et très inquiète au point d'oublier parfois ses propres obligations professionnelles. Elle expliqua aux enquêteurs que la veille au soir, Amanda lui avait promis de la rejoindre quelques jours plus tard pour un brunch et qu'elle prévoyait de partir en excursion le week-end suivant. Rien ne semblait donc anormal. L'affaire passionna bientôt toute la communauté de Tacoma. On parla d'affiches placardées un peu partout en ville, d'interviews télévisées où Brad suppliait Amanda de revenir et de multiples manifestations de soutien. Les collègues d'Amanda, un groupe de camarades de lycée et quelques associations locales formèrent des équipes de battues pour explorer des zones boisées environnantes et les berges du Puget Sound. Mais, à mesure que le temps passait, l'incompréhension et la peur prirent le dessus. Les enquêteurs écumèrent toutes les pistes possibles, un potentiel enlèvement par un inconnu, un acte de violence commis par un rôdeur, une fugue. Pourtant, aucune véritable piste concrète ne se présentait. Les forces de l'ordre s'appliquèrent à vérifier les relevés téléphoniques, les comptes bancaires, l'historique de navigation de l'ordinateur d'Amanda à son cabinet. Tout paraissait ordinaire dans son existence. Les investigations approfondies ne donnèrent pas de résultats probants. Aucun témoin n'avait aperçu Amanda après son départ du bar. De surcroît, aucune trace de lutte ne fut relevée dans la voiture ni sur le parking. Le temps passait et l'affaire demeurait une véritable énigme. Par défaut, l'étau se resserra un temps autour de Brad, qui continuait de clamer son innocence. Les enquêteurs ne possédaient cependant pas la moindre preuve pour l'incriminer, et petit à petit, après avoir interrogé des dizaines de témoins et procédé à de nouvelles recherches infructueuses, l'enquête s'enlisa. Face au manque de moyens et de perspectives, la police classa finalement l'affaire comme non résolue. Les années passèrent. Les rares personnes dont la mémoire aurait pu apporter un éclairage nouveau perdirent progressivement de vue les détails de la nuit fatidique. Dans les dossiers de la police, on évoquait de temps à autre le nom d'Amanda White, mais rien ne semblait venir ranimer la lueur d'espoir de résoudre cette disparition. Les enquêteurs initiaux prirent leur retraite ou furent mutés. Seul le souvenir d'une histoire tragique subsistait chez les proches. Pour beaucoup, l'image d'Amanda demeurait celle d'un visage souriant, une jeune femme pleine de vie partie trop tôt. Malgré la disparition de sa compagne, Brad continua de clamer qu'il n'avait rien à se reprocher. Il se heurta parfois à la méfiance de certains habitants de Tacoma, qui le voyaient toujours comme un suspect. Impossible de prouver un crime dont on ne retrouvait ni la victime ni une preuve tangible. Certes, il fit de son mieux pour tourner la page, tenta de reconstruire sa vie, mais l'ombre planait toujours au-dessus de lui, l'empêchant de vraiment passer à autre chose. Plusieurs années après le drame, certains l'accusaient encore à mots couverts, murmurant que son alibi ne tenait peut-être pas la route ou qu'il aurait pu engager quelqu'un pour commettre le forfait. Brad finit par quitter Tacoma durant quelques mois, espérant trouver un semblant de paix, mais il y revint pour veiller sur ses parents vieillissants,
De son côté, Stephanie Marks, après avoir manifesté un profond chagrin dans les mois qui suivirent la disparition, s'était progressivement faite plus discrète. Elle continuait à travailler dans une modeste cafétéria, évitant la plupart des activités sociales où l'on aurait pu évoquer Amanda. Ses collègues la trouvaient souvent dans la lune, peu encline à s'épancher, mais toujours professionnelle lorsqu'elle prenait les commandes des clients. Au fil des ans, elle déménagea à quelques reprises, restant toutefois dans la région de Tacoma. Le grand tournant survint en 2023, lorsque la police reçut un appel d'une entreprise de construction en charge de rénover l'ancienne demeure familiale de la lignée Marks. La bâtisse, devenue vétuste, recélait bien des surprises. Au cours de travaux de consolidation des fondations, l'équipe de rénovation découvrit un compartiment dissimulé derrière un mur du sous-sol. À l'intérieur, plusieurs objets se trouvaient là, entassés et couverts de poussière, comme si on les avait cachés à la hâte. Parmi ces affaires, un ouvrier reconnut immédiatement un collier en argent, en forme de clé, un bijou que la presse locale avait autrefois largement décrit comme étant celui d'Amanda White. La nouvelle de cette trouvaille s'ébruita rapidement, et le dossier de la jeune disparue fut aussitôt rouvert. Les autorités, désormais dotées de méthodes de police scientifiques plus avancées qu'en 1996, envoyèrent immédiatement sur place une équipe spécialisée en criminalistique. L'on éplucha méticuleusement le sous-sol, cherchant le moindre fragment d'ADN, la plus infime trace de sang, ou tout indice susceptible de relier les lieux à la disparition d'Amanda. Les enquêteurs purent établir que, outre le collier, certaines taches suspectes marquaient un pan du mur. Les laboratoires confirmèrent plus tard qu'il s'agissait de résidus biologiques datant de plusieurs décennies. Il devint alors évident qu'Amanda White avait bien été présente dans ce sous-sol, ou, du moins, que son précieux bijou y avait atterri. Informée de cette découverte choquante, Stephanie Marks, alors âgée de 52 ans, fut convoquée par les enquêteurs. L'équipe d'officiers en charge du dossier, menée par un inspecteur au regard acéré, entama une série d'entretiens avec elle. Au début, Steph sembla vouloir collaborer, expliquant qu'il s'agissait de la maison dans laquelle elle avait grandi et qu'elle ne s'y rendait plus depuis des années. Lorsqu'on l'interrogea sur la présence du collier, la serveuse parut d'abord abasourdie, prétendant n'avoir aucune idée de la raison pour laquelle on aurait pu retrouver cet objet précisément dans sa vieille demeure familiale. Pourtant, au fil des questions, son comportement commença à changer. Elle hésitait, tremblait, paraissait plus agitée qu'à l'ordinaire. Les enquêteurs, flairant une faille, insistèrent. Peu de temps après, on découvrit qu'aucun autre membre de la famille Haas Marks n'avait récemment accédé à cette demeure condamnée, laissée pratiquement à l'abandon. Cela signifiait que, depuis la disparition d'Amanda, la seule personne ayant pu manipuler le sous-sol était fort probablement Stephanie elle-même. Certains souvenirs refirent surface. En 1996, Stephanie avait bien les clés de la maison de son enfance, car elle avait hérité de la propriété après la mort de ses parents. Or, rien ne liait Brad ni personne d'autre à cet endroit. Cette accumulation de coïncidences devint rapidement trop lourde pour être ignorée. Face à la pression des détectives et à la perspective de découvertes encore plus accablantes, Stephanie se mit à adopter un air défait, comme si sa conscience la rongeait. Un jour, alors qu'elle était de nouveau interrogée, elle fondit en larmes et confessa finalement l'impensable. Elle avait tué Amanda White en juillet 1996. La révélation produisit l'effet d'un séisme au sein de la communauté. Pendant des années, Tacoma avait plus ou moins suspecté Brad, ou du moins l'avait tenu moralement pour responsable. Jamais personne n'aurait imaginé que la meilleure amie d'Amanda, celle qui semblait la soutenir en toutes circonstances, fut derrière cet acte funeste. Dans ses aveux, Stephanie affirma qu'elle nourrissait un amour caché pour Brad depuis presque aussi longtemps qu'Amanda le connaissait.
Elle admirait sa carrure athlétique, sa façon de bouger, son aisance, et en vint à développer une jalousie maladive envers sa meilleure amie. Amanda, de son côté, n'avait semble-t-il jamais soupçonné la profondeur des sentiments de Stéphanie pour Brad. Pourtant, celle-ci avait conscience qu'Amanda et Brad parlèrent de mariage, et la seule idée de les voir unis l'obsédait. Selon le récit que Stéphanie livra aux enquêteurs, elle avait fomenté l'idée de confronter Amanda la nuit de la disparition. Profitant d'un moment où Amanda rentrait seule, elle la persuada de monter à bord de sa voiture afin de discuter calmement. Elles échangèrent alors des propos très vifs. Amanda, stupéfaite, comprit que son amie nourrissait des sentiments pour Brad. Stéphanie, aveuglée par la colère et la jalousie, aurait perdu le contrôle. Elle décrivit dans le détail l'effroyable scène où, dans un accès de rage, elle frappa Amanda violemment, la laissant inconsciente. Paniquée, elle dissimula ensuite le corps et plus tard, elle s'arrangea pour stationner la voiture de la victime, là où elle fut retrouvée. À aucun moment, Stéphanie n'expliqua clairement pourquoi elle n'avait pas tenté d'appeler à l'aide ni d'obtenir un secours médical, même si elle mentionna avoir été dans un état second, figée par la peur de tout perdre. Le plus dérangeant dans son récit fut la suite. Stéphanie aurait transporté discrètement le corps d'Amanda jusqu'à la maison de son enfance, sous un prétexte fallacieux, et l'aurait enterré ou dissimulé à un endroit qui demeure encore aujourd'hui inconnu, car elle prétendit ne plus se souvenir précisément des détails de cette nuit macabre. Elle cacha le fameux collier d'Amanda derrière le mur du sous-sol pour s'assurer qu'aucun visiteur ne puisse tomber dessus et établir un lien direct avec elle. Malgré de longues fouilles subséquentes, le cadavre d'Amanda ne fut jamais retrouvé, soit parce que la maison avait d'anciennes galeries partiellement effondrées, soit parce que Stéphanie mentait encore sur l'emplacement exact. Les enquêteurs, se heurtant à l'imprécision de ces déclarations, suspectent qu'une partie de la propriété, transformée ou délabrée, recèle peut-être la dépouille de la victime. Néanmoins, faute d'éléments plus concrets, aucune exhumation concluante ne put être menée. Avec la confession de Stéphanie, l'affaire fut transmise au service de justice. Les procureurs, galvanisés par ce revirement inattendu, instruisirent un dossier solide. À l'automne 2023, le procès s'ouvrit dans une ambiance à la fois électrique et lourde d'émotions. Brad, grand et digne malgré les années de suspicion qu'il avait subies, s'assit dans la salle, enfin blanchi de tout soupçon, mais profondément secoué d'apprendre que la femme qu'il avait considérée comme la meilleure amie d'Amanda était l'authentique coupable. Le procureur présenta une reconstitution des faits, se basant sur l'aveu de Stéphanie, et montra au jury à quel point la jalousie et la haine peuvent parfois se dissimuler derrière des sourires et des gestes d'amitié fins. On montra des photographies du collier en argent, des images du sous-sol où il fut découvert, et on rappela les tensions anciennes que Stéphanie pouvait nourrir envers Amanda. En face, l'avocat de la défense plaida la possibilité d'un accès de folie passagère, mettant en avant la détresse psychologique de Stéphanie, son histoire familiale difficile et ses regrets profonds. Il expliqua, sans nier le geste fatal, que la violence avait pu naître d'une altercation non préméditée, que Stéphanie n'avait pas planifié le meurtre. Pourtant, malgré ces arguments destinés à réduire la peine, l'aveu complet et le fait d'avoir dissimulé le corps demeuraient accablants. Le jury, après avoir entendu de nombreux témoins, y compris d'anciens enquêteurs des années 1990 et les ouvriers ayant trouvé le collier, délibéra plusieurs heures avant de rendre son verdict. Stéphanie Marks fut déclarée coupable d'homicide au second degré. Le juge, sensible au fait que la victime n'avait jamais bénéficié de la moindre assistance et que l'accusé avait laissé le mystère planer durant près de 3 décennies, prononça une peine de 25 ans d'emprisonnement. Lorsque la sentence tomba, Stéphanie s'effondra, le visage ravagé, répétant qu'elle n'avait jamais voulu en arriver là. Pour la famille d'Amanda, ce verdict apportait un semblant de réparation.
même si le fait de ne pas pouvoir offrir d'inhumation à leur fille restait un déchirement. Durant tout ce temps, Brad garda un profil discret, redoutant la médiatisation excessive. Des journalistes cherchaient à obtenir de lui une réaction sur la déclaration d'innocence dont il venait finalement de bénéficier, mais il répondit simplement que rien ne lui rendrait à mandat et qu'il aurait voulu savoir la vérité plus tôt. Après ce procès, la ville de Tacoma retrouva son calme habituel, mais cette affaire laissa un goût amer. On se remémorait les recherches infructueuses, les affiches dans les rues, les veillées organisées dans l'espoir de retrouver Amanda vivante. La police, de son côté, déclara que les méthodes scientifiques avaient sinon réellement progressé, au point qu'un simple bijou découvert dans un sous-sol puisse bouleverser l'issue d'un vieux dossier. Les associations locales, qui s'occupent de défendre la mémoire des victimes, saluèrent le courage des ouvriers qui avaient signalé sans hésiter le collier, alors même qu'ils auraient pu l'ignorer ou s'en débarrasser. Certains habitants, ayant connu Amanda, racontèrent les bons souvenirs passés en sa compagnie, la gentillesse dont elle faisait preuve et sa façon de toujours encourager les gens à poursuivre leurs rêves. L'espoir subsiste que le corps finisse un jour par être retrouvé et qu'elle puisse reposer en paix. Les conséquences de cette affaire furent nombreuses. Pour Brad, ce fut à la fois un soulagement et un lourd fardeau de se dire que sa propre innocente détresse avait finalement servi de toile de fond à cette tragédie. Durant des années, il avait dû endurer les murmures et les regards en coin. Son atelier de mécanique subit un temps les assauts de la curiosité malsaine de certains clients. Mais le dénouement offrit la vérité qu'il attendait depuis si longtemps. Quant à Stéphanie, enfermée dans une prison d'État, elle entama un programme de suivi psychologique destiné à gérer ses pulsions et son sentiment de culpabilité. Son destin bascula à l'instant même où l'équipe de rénovation tomba sur ce collier. Les fantômes du passé, si longtemps enfouis, ressurgirent brutalement pour mettre fin à un mensonge entretenu depuis près de 3 décennies. Les médias locaux, en relatant cette histoire, évoquèrent la difficulté de deviner la réalité derrière les sourires et l'impossibilité d'effacer totalement les traces d'un crime, même après tant d'années. En somme, cette enquête a mis en lumière la profondeur de l'âme humaine et la façon dont les passions peuvent se transformer en drame. Les proches d'Amanda White, encore meurtris, se consolent avec la certitude que la justice, si tardive soit-elle, a fini par faire son œuvre. Les souvenirs qu'ils ont de la jeune femme demeurent vifs, tels les reflets du soleil sur les eaux calmes du port de Tacoma, et ils entretiennent sa mémoire en organisant chaque année un rassemblement commémoratif où ils déposent des fleurs au bord de la baie. Malgré l'impossibilité de retrouver son corps, ils conservent l'espoir qu'un jour, ce dernier mystère soit levé et qu'Amanda puisse recevoir la sépulture qu'elle mérite. Pour ma part, j'ai été profondément bouleversée en découvrant que ce crime reposait avant tout sur la trahison et l'obsession. Je réalise que les secrets que nous dissimulons peuvent parfois être plus terribles que tout ce que l'on pourrait imaginer, et je ne peux m'empêcher de me projeter à la place des proches qui ont longtemps vécu dans le doute et l'angoisse. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette affaire jusqu'au bout. J'espère que vous retiendrez que la justice n'abandonne jamais vraiment et qu'elle finit par triompher, même après des décennies. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment tout le soutien que vous m'apportez. J'aimerais vous inviter à consulter les autres récits disponibles sur ma chaîne, car ils peuvent vous intéresser si vous êtes passionné par les enquêtes criminelles. N'hésitez pas à cliquer sur les vidéos recommandées. Nous avons encore tant d'histoires vraies à explorer ensemble. Prenez soin de vous et à très bientôt.